La phase de poule s'est terminée hier et avant le début des huitièmes de finale, samedi à 18h, on va prendre le temps de faire un petit bilan de ce début d'Euro. Bonjour à tous et bienvenue sur Balle au pied. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Vidéo un petit peu bilan. On a fait beaucoup de débriefs durant cet Euro. Pas de match aujourd'hui ni demain. Donc prendre le temps un petit peu d'abord de faire un bilan et de se projeter demain sur les huitièmes de finale. Donc aujourd'hui, comme je dis, place au bilan. Je vais parler un petit peu de ce que j'ai trouvé de bien dans cette phase de poule, de moins bien. Et je vous proposerai en fin de vidéo mon 11 type de cette phase de poule. Donc, sans plus tarder, commençons avec d'abord un petit bilan global. J'ai trouvé que c'était une phase de poule plutôt réussie. Certes, je vois que beaucoup de gens quand même disent que la phase de poule n'a pas été folichonne et qu'elle est même décevante. Moi, j'ai envie de dire qu'il ne faut pas rester sur la mauvaise impression de la fin, parce que c'est vrai que la troisième journée, j'en parlais dans mes flops, a été pas loin d'être horrible à regarder, parce qu'il y a eu beaucoup de calculs. Mais je trouve que en tout cas, la première semaine a été plutôt intéressante. On a vu une équipe d'Allemagne, par exemple, qui a montré les muscles, une équipe d'Espagne également, des équipes un petit peu surprises et qui nous ont plu. Je pense à la Géorgie, à la Roumanie face à l'Ukraine. D'ailleurs, le Géorgie-Turquie a été peut-être le plus haut mal de cette phase de groupe. Donc pour moi, il n'y a pas tout acheté. Certes, on n'est pas sur un énorme cru à 8 ou 9 sur 10, mais on est un bon 5, voire même un bon 6 sur 10, qui reste quand même correct pour une phase de groupe, surtout avec 24 équipes et des équipes supposées quand même parfois assez faibles. On a quand même vu des équipes, d'ailleurs supposées faibles, plutôt bien réussir ces phases de poule, on en parlera. Donc, moi, je trouve quand même qu'on est sur un bon cru. Alors certes, ça pourrait encore s'élever si on a un huitième ou un quart ou des demi-finales qui sont exceptionnelles, ce qui s'annonce être le cas au vu du tableau. Mais voilà, je trouve quand même que ces phases de poule restent plutôt positives. Quand on pense au dernier Euro, je pense au 2016, au 2012, on est quand même au-dessus, je trouve. Même si c'est vrai que dans le jeu, on s'est jamais trop régalé, on va dire, surtout sur la fin. Je trouve quand même que après c'est le football de sélection. Hein. On n'a jamais eu des sélections, on va dire, en tout cas sur ces dernières années, des sélections qui pratiquent un football exceptionnel, à part l'Espagne. Et encore, les dernières années, l'Espagne c'était plus de la caricature qu'autre chose. Donc, faut pas trop en demander, je pense. Mais pour du football de sélection, on a eu du spectacle, des beaux buts, des renversements, des surprises. Donc, je trouve quand même que ça amène un bilan plutôt positif. Maintenant, si on parle un petit peu de mes tops, j'en ai décidé d'en prendre 3. Également, j'ai pris 3 flops, on en parlera juste après. Donc, dans mes tops, évidemment, il y a forcément l'Espagne, qui pour moi est la meilleure équipe du tournoi depuis le début de cet Euro. 3 matchs, 3 victoires, 9 points, c'est la seule à avoir ce bilan. 0 but encaissé, c'est également la seule, il me semble, à avoir ce bilan. L'Espagne qui a d'abord fait une bonne entrée face à la Croatie sans être flamboyante en emportant 3-0. Elle a fait un match exceptionnel face à l'Italie où pendant 1 heure de jeu, on a eu une partition de football magnifiquement récitée par les hommes de Luis de la Fuente avec des individualités extraordinaires. Je pense à Yamal ou encore Nico Williams, pardon, pas Iñaki, son frère. Un milieu de terrain très haut niveau, je pense à Fabien Ruiz, on en parlera peut-être d'ailleurs dans l'équipe type en fin de vidéo. Une équipe qui est sûre de sa force, on avait des doutes avant l'Euro sur sa capacité à être clinique devant le but. On l'a vu notamment contre l'Italie, où elle a longuement buté sur Donnarumma avant d'inscrire un but, et encore c'est sur un contre son camp. C'était encore le défaut que va avoir cette équipe d'Espagne, mais clairement sur l'ensemble des équipes, elle a été la plus belle, surtout que c'est un outsider l'Espagne, ce n'est pas un grandissime favori, mais au vu de ce qu'elle a proposé, elle peut petit à petit rendre dans la tête des gens, et moi le premier, devenir potentiellement un favori plus la compétition avance, surtout qu'elle va affronter en huitième de finale la Géorgie, et qu'elle devrait donc, selon toute vraisemblance, l'emporter, avant d'affronter l'Espagne en quart de finale. Donc, attention, cette équipe d'Espagne qui vraiment a fait la plus forte impression sur l'ensemble de cette phase de poule. Le deuxième top, j'ai envie de parler de l'Autriche. Autriche que beaucoup et moi voyaient quand même être un petit peu l'équipe surprise de cet Euro, qui avait fait un très bon cycle de préparation entre la Coupe du Monde 2022 et l'Euro 2024, avec notamment en mars, il me semble, une victoire 6-1 face à la Turquie. Elle a mal démarré face à l'équipe de France, où je pense qu'elle a été un petit peu prise par l'enjeu, mais elle a fait une fin de poule exceptionnelle avec un magnifique match face à la Pologne, remporté 3-1. On a vraiment vu cette fois-ci le gegenpressing cher à Ralf Rangnick, et elle a encore plus vu face aux Pays-Bas, où dans un match coup près, où les Pays-Bas devaient l'emporter pour espérer finir premier de ce groupe, et bien l'Autriche a montré les muscles. Elle a certes encaissé défensivement par de bonnes ressorties de balles, de bonnes transitions néerlandaises, mais elle a tout de même remporté ce match 3-2 avec, on a vu de très bons circuits de passe et de très bons mouvements offensifs. Et voilà, l'Autriche qui fait quand même premier de groupe, ce qui est pas banal, on ne pensait pas que cette équipe allait finir premier de groupe, et dans un groupe surtout relevé avec la Pologne, la France et les Pays-Bas. Et elle finit tout de même premier de groupe et s'offre un tableau assez ouvert où elle peut clairement atteindre les demi-finales. Ça peut même être un objectif pour l'Autriche. L'Autriche qui, comme j'ai dit, donc, est une des équipes, on va dire, supposé plus faible que les grandes nations et qui vraiment a assumé ce statut d'outsider pour finir premier de ce groupe et qui en plus a été assez redondant dans le jeu, même si ça a été compliqué face à l'équipe de France. Et enfin le troisième top, les petites nations, avec tout le respect que j'ai pour ces nations, c'est-à-dire des nations qui ne sont pas forcément attendues, et on a vu de magnifiques performances. La Roumanie, qui d'abord pas l'Ukraine 3-0 dans un magnifique match à Munich et qui surtout finit premier de sa poule dans un groupe avec la Slovaquie, la Belgique et l'Ukraine, un groupe où je les voyais personnellement finir dernier, et ils finissent premier de groupe avec 4 points, une équipe rafraîchissante. Alors certes, ça avait été compliqué face à la Roumanie, face à la Belgique, pardon, même s'ils avaient eu quand même des opportunités, notamment à 1-0, de revenir à un partout, ce qui aurait pu changer le match.
Une équipe avec des individualités qui sont révélées. Je pense à Man, notamment le joueur de Parme, ou encore Dragosin, le défenseur de Tottenham. Donc voilà, une belle équipe. Idem pour la Slovénie qui a fait bonne impression, notamment face à l'Angleterre. La Slovaquie qui a fait une super première mi-temps face à la Belgique lors d'une match inaugurale et qui avait un milieu de terrain qui avait été exceptionnel, où on a l'impression qu'ils se trouvaient les yeux fermés. Un petit peu d'ailleurs l'image de la Slovénie. Et que dire de la Géorgie? La Géorgie qui pour moi est l'équipe un petit peu coup de cœur, mon équipe coup de cœur de cet Euro, une équipe avec un coach français, Willy Sagnol, avec des stars, Kvaratskhelia, Mikotadze, un star, même si Mikotadze c'est une star on va dire émergente du football français avant tout, avec Metz, on va voir d'ailleurs où il va aller cet été, ça va être le grand, un petit peu le joueur que tout le monde va vouloir s'arracher en Europe, qui a fait une phase de poule exceptionnelle, un Mamardashvili pareil exceptionnel, on en parlera dans le 11 type, et une Géorgie qui a réussi à la dernière journée à se qualifier avec une victoire 2-0 face au Portugal, un Portugal bis certes, mais ça reste tout de même le Portugal. Ils ont empêché le Portugal de faire un 9/9 alors que c'est l'objectif affiché par Roberto Martinez. Ils ont réussi certes, ils ont perdu face à la Turquie, mais c'est très mal payé de perdre 3-1 et ils ont fait un match exceptionnel. C'était peut-être le plus beau match de l'Euro jusqu'ici. Donc voilà, bravo ces petites nations. C'est l'avantage de ces euros à 24 avec donc les meilleurs troisièmes qualifiés, c'est que ça donne aux petites équipes peut-être l'opportunité de se montrer, de via un match vraiment ultra réussi, et bien s'offrir une porte d'accès potentielle au huitième de finale. Et ça va être le cas pour ces équipes, notamment la Géorgie qui avec sa victoire a fini meilleur troisième. Et voilà, c'est quand même des équipes rafraîchissantes qui, eh bien, j'ai envie de dire, donne du crédit à cette Euro à 24, à l'ouverture un petit peu de l'Euro à des nations plus faibles et qui n'ont pas l'habitude de participer à ces grandes compétitions, c'est-à-dire la première compétition de la Géorgie. Et on voit qu'elles répondent présent et qu'elles n'ont pas peur et qu'elles viennent ici pour apprendre. Et elles apprennent en jouant, en proposant une idée, une cohérence, et elles sont récompensées. C'est tout à leur honneur. Donc voilà un petit peu mes 3 tops que je ressors de cet Euro. Parlons maintenant des flops, en commençant par évidemment les favoris, la France et l'Angleterre, qui ont été les favoris, les favoris flop, clairement, parce que on n'a rien vu de ces équipes. Alors, on a quand même vu plus de choses de l'équipe de France. Je vais être un petit peu honnête, parce que face à l'Autriche, on a vu quand même des choses intéressantes, notamment sur ce côté gauche et la combinaison un petit peu, ces manières de fonctionner entre Rabiot et Hernandez et Mbappé. Sur le match face aux Pays-Bas, c'est Mbappé. On a vu également des choses intéressantes avec un Marcus Thuram vraiment numéro 9 et qui n'arrête pas d'aller à gauche ou au centre en interchangeant avec Mbappé, un rôle de numéro 9 de fixation qui vraiment a été beaucoup mieux utilisé, et un milieu de terrain notamment N'Golo Kanté qui avait été très 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 bon. Un match contre la Pologne dont on va éviter de parler, il y a un débrief d'ailleurs sur la chaîne, n'hésitez pas à le voir, où l'équipe de France a été catastrophique, et l'Angleterre qui elle vraiment a joué 60 minutes dans l'Euro. Il y a eu cette première mi-temps face à la Serbie où l'Angleterre est en maîtrise mais sans vraiment montrer grand chose. Il y a ce match horrible face au Danemark où l'Angleterre joue pendant un quart d'heure avant de totalement s'éteindre et laisser le Danemark être à ça de prendre la victoire avec des individualités vraiment pas au niveau. Je pense à l'utilisation de Foden, un Harry Kane qui est bien trop discret, un Bellingham qui semble un peu perdu sur le terrain, où il va essayer de couvrir toutes les zones et il se fatigue encore plus que ce qu'il n'est déjà, un Gareth Southgate qui est beaucoup critiqué en Angleterre. Donc des favoris qui clairement n'ont pas assumé leur statut. Ils vont arriver dans un huitième de finale à peut-être faire moins peur aux équipes. Il me semble que l'Angleterre va affronter la Slovaquie. La Slovaquie qui par séquence a montré qu'elle pouvait avoir de la maîtrise. Donc est-ce que l'Angleterre va vraiment faire peur à cette équipe de Slovaquie? J'en suis pas sûr. Et la France qui va affronter la Belgique, qui est vraiment dans un choc des nations malades. On va voir qui va s'en sortir, mais ça va être un match, je trouve, où vraiment l'équipe qui perd va prendre assez cher, je pense, un petit peu dans les conversations. Dans les favoris, j'aurais pu également parler, pas forcément des favoris, mais des grandes nations qui ont déçu. Je pense à la Croatie, évidemment, éliminée. Je pense à l'Italie qui certes finit deuxième, mais qui dans le jeu est très loin d'être la grande Italie qu'on a pu connaître encore très récemment à l'Euro 2021. Je pense également à des nations un petit peu en dessous qui ont déçu, j'en parlerai juste après, justement dans un autre flop. Le deuxième flop, c'est les stars qui ont déçu. Mbappé, ça s'est blessé, mais son pré-match face à l'Autriche n'est pas forcément très bon. Jude Bellingham, j'en ai parlé. Phil Foden, j'aurais pu parler également d'Antoine Griezmann qui est en dessous de ses standards avec l'équipe de France. Je pense à Jérémy Doku qui avait montré des belles choses du côté de la Belgique face à la Slovaquie, mais qui, face à la Roumanie, je trouve, avait été bon, mais sans être encore une fois assez bon dans les derniers mètres. Il a fait un match plus que poussif face à l'Ukraine, lors de la dernière journée. Un Kevin De Bruyne également un petit peu en retrait. Voilà, des stars. Cristiano Ronaldo également, star quand même de cet Euro, même si Jeune Arabie Saoudite, ça reste une star de cet Euro qui n'a pas encore marqué en phase de poule. C'est la première fois que ça lui est arrivé dans un tournoi majeur.
des stars donc qui ne sont pas forcément au rendez-vous encore. Alors, plusieurs facteurs peuvent s'expliquer. D'abord, évidemment, des stars qui enchaînent les matchs. Il y en a qui ont déjà joué plus de 55 matchs durant cette saison, qui forcément arrivent dans un moment comme l'Euro, une fin de saison, où en plus il y a des matchs tous les 4 jours dans une forte chaleur. Ça peut influencer sur les organismes. Peut-être que ces stars également préfèrent à la rigueur se reposer durant ces phases de poule et ne pas se donner à 100% pour au fur et à mesure de la compétition monter en puissance. En tout cas, ne sont pas encore au rendez-vous. Ça se voit au classement des buteurs où on a un Mikotadze premier avec 3 buts, suivi de Schranz, l'ailier slovaque, et de Gakpo, l'ailier néerlandais. On voit donc que les stars un petit peu de cet Euro ne sont pas encore au rendez-vous. On espère que pour le huitième de finale, elles vont tenir un petit peu se réveiller. Et enfin, le troisième flop, c'est donc la troisième journée. J'en ai parlé un petit peu dans mon introduction. La troisième journée que moi je voyais un petit peu excitante, avec ces renversements qui étaient possibles pour la place de meilleur troisième, pour chercher potentiellement une place de directement qualifié deuxième, comme la Croatie qui était dernière dans son groupe et qui avec une victoire face à l'Italie aurait pu espérer finir deuxième et se qualifier. Mais cette troisième journée, elle a surtout laissé place au calcul. Et cette troisième journée, c'est un petit peu j'ai envie de dire le côté négatif de cette Euro 24, c'est que beaucoup d'équipes attendent cette troisième journée pour pouvoir se libérer. Je pense à la Tchéquie, qui a proposé un Euro immonde avec un bus face au Portugal qui a été ultra moche à voir, un match face à la Géorgie où elle n'a pas non plus proposé quelque chose d'extraordinaire, et a attendu le dernier match pour tenter de se réveiller face à la Turquie. Manque de bol pour eux, ils ont pris un carton rouge au bout de 20 minutes, et encore, ils étaient à ça de potentiellement mener face à la Turquie et se qualifier. Mais donc, je trouve que ces équipes-là, ou comme l'Ukraine par exemple, même si l'Ukraine, je pense, c'est un contexte différent, où il y a aussi un contexte géopolitique qui doit jouer sur les têtes, mais donc pas mal d'équipes, on va dire, de renom, même la Pologne qui a fait un huitième de finale comme de Coupe du Monde, et qui n'ont pas cette volonté, j'ai envie de dire, de se bouger un petit peu lors du début des phases de groupe et espérer sur un match faire le match pour atteindre la qualification. Et je trouve que ça, du coup, ça donne un petit peu du reste de l'Euro, où du coup cette troisième journée est avant tout une journée de calcul où les équipes ne veulent pas trop on va dire se dévoiler. Encore plus le match Belgique-Ukraine, où l'Ukraine devait chercher une victoire pour se qualifier, mais en même temps elle attendait peut-être une défaite dans l'autre match pour pouvoir avec un match nul directement se qualifier. La Belgique qui pouvait en gagnant être première et s'ouvrir un tableau plus facile, mais qui, si elle se découvrait, pouvait prendre avec une défense qui peut prendre l'eau, un but. Donc ça amène beaucoup de calculs et ça enlève un petit peu le charme que peut avoir cette troisième journée, en tout cas qu'elle pourrait avoir avec un Euro 24 et des meilleurs troisièmes qui peuvent essayer de jouer leur va-tout. C'est un petit peu le négatif de cette Euro 24. Et donc voilà un petit peu pour les flops, j'ai envie de dire, de cette phase de groupe. Et maintenant, je vais vous parler un petit peu de mon équipe type. Alors, c'est des choix personnels, évidemment. Je n'ai pas la science infuse, je n'ai pas la vérité absolue. Donc n'hésitez pas en commentaire à me dire si vous voyez des joueurs qui pourraient s'immiscer dans ce 11 ou d'autres, au contraire, qui pourraient s'en aller. En gardien de but, j'ai décidé de mettre Mamardashvili, qui était le meilleur gardien de cette Euro, cette phase de poule. Il a fait 21 arrêts en 3 matchs, il a été énorme face à la Tchéquie et encore face au Portugal, où il sauve plusieurs fois la Géorgie 1-0, ce qui aurait pu grandement changer le match et qui, donc, selon moi, permet à la Géorgie de se qualifier. En défense, j'ai mis Cucurella à gauche parce que face à l'équipe d'Espagne, il partait pas forcément titulaire, notamment la bonne saison de Grimaldo. Luis de la Fuente lui fait confiance et il a fait 2 matchs très solides face à la Croatie et face à l'Italie. Donc je trouvais que c'était vraiment normal de le récompenser. Une défense centrale, Akanji Saliba. Akanji parce qu'il a été l'atout sérénité de la Suisse. On l'a vu balle au pied dans les relances, ultra serein, et donné beaucoup de confiance à cette équipe suisse qui était vraiment l'équipe surprise un petit peu de cet Euro, parce que beaucoup, moi le premier, les voyais un petit peu en crise, mais ils ont fini tout de même deuxième de leur poule, était à quelques secondes de finir premier d'un groupe où il y avait l'Allemagne. Donc bah voilà, là-dessus, j'aurais pu en parler dans mes tops, mais j'ai préféré parler un petit peu aussi de l'Autriche qui était, on va dire, attendu et qui a performé. Avec lui, je mets William Saliba, qui n'était pas annoncé titulaire avant l'Euro, qui, par la force des choses, on va dire, un Konaté un petit peu en dessous en club cette saison, après sa base titulaire, il a été plus que bon. Il a été vraiment, au contraire d'Upamecano par exemple, qui a fait une erreur contre la Pologne. Saliba a été lui aussi serein et qui peut aider cette équipe de France lors des relances à avancer et à aider la construction offensive de cette équipe de France, notamment avec sa possibilité de monter sur les offensives françaises, en tout cas de être un petit peu un joueur qui va faire plus, qui va chercher un petit peu plus, qui va chercher à se découvrir. À droite, Jimmy Rassiou, l'arrière droit de la Roumanie, qui a fait un super match face à l'Ukraine, qui face à la Belgique a été un des meilleurs Roumains. Alors c'est un petit peu compliqué pour moi de voir le match face à la Slovaquie hier, parce que j'étais un petit peu plus concentré sur le Belgique-Ukraine, mais donc Rassiou, qui je trouve mérite sa place, et aussi pour recommencer la Roumanie, qui finit quand même première de son groupe. Il faut dire aussi qu'à droite, il n'y a pas énormément de joueurs qui m'ont marqué. Le milieu de terrain, je pense que là tout le monde sera d'accord. Fabian Ruiz, Vitinha, Kanté, les 3 meilleurs milieux de terrain de cet Euro. Vitinha qui est le meilleur joueur portugais. Ruiz qui a fait 2 matchs exceptionnels, dont le match face à la Croatie où il met quand même un but. Il met une magnifique passe décisive sur une passe de 30 mètres pour Morata au travers de la défense croate. Et Kanté, parce que 2 fois homme du match, joueur qui joue en Arabie Saoudite, qui a été la surprise de Didier Deschamps, dont on avait des doutes sur le niveau on va dire dans une compétition majeure comme l'Euro, et qui a performé. Donc voilà, bravo à ces 3 joueurs qui ont leur place, je pense, plus que méritée. Et l'attaque, c'était compliqué. Jean Mikotadze numéro 9, je pense qu'il n'y a pas de débat, meilleur buteur de l'Euro. Il a porté la Géorgie, décisif à tous les matchs.
Je pense qu'il n'y a pas trop de débat. En plus, une équipe de Géorgie qui a été la surprise cet Euro qui se qualifie pour le huitième de finale. À droite, Jamal Musiala, parce qu'il fallait quand même récompenser l'Allemagne, que j'aurais pu mettre dans mes favoris. Enfin, dans mes top, pardon. Même si le match contre la Suisse et cette fin de match contre la Hongrie, pas forcément maîtrisé, m'ont un petit peu fait redescendre on va dire ma hype, entre guillemets, pour cette équipe d'Allemagne. Mais Musiala, quand même, reste le joueur de cette équipe d'Allemagne qui, on sent, a les clés du camion et qui doit faire la différence. Contrairement à Florent Wirtz, que j'ai trouvé beaucoup plus en retrait que face à l'Écosse lors des matchs, notamment face à la Hongrie et la Suisse, où il a été assez transparent, je trouve. Et à gauche, j'ai mis Cody Gakpo, parce qu'à gauche, je voyais pas vraiment de joueurs se démarquer plus que ça. Kvaratskhelia a fait un énorme match face au Portugal, mais c'était un petit peu en dessous lors des deux premiers. Nico Williams a fait un énorme match face à l'Italie où il a écœuré Di Lorenzo, mais pour autant, face à la Croatie, je l'ai trouvé un petit peu en retrait et il n'a pas joué face à l'Albanie. Idem pour Lamine Yamal à droite qui a fait un bon match face à la Croatie et aussi des différences face à l'Italie, mais pas assez, je trouve, par rapport à Jamal Musiala qui en plus lui a été décisif. Donc voilà, Cody Gakpo qui je trouve lui a marqué 2 buts, qui et surtout celui qui apporte le danger du côté des Pays-Bas, contrairement à Memphis Depay qui lui a beaucoup de mal à, j'ai envie de dire, peser sur la défense adverse, surtout à se retrouver avec le ballon dans les pieds dans la surface de réparation. Donc Cody Gakpo pour le récompenser, puis parce que Cody Gakpo est typiquement le joueur de tournoi qui pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines peut être l'élément providentiel de son équipe. Et c'est le cas avec les Pays-Bas qui malheureusement pour eux finissent 3e, mais qui peut-être avec cette 3e place décevante, l'équipe des Pays-Bas décevante, mais cette 3e place va peut-être les aider, parce qu'ils sont dans une partie de tableau où ils ont un chemin tout tracé pour arriver en demi-finale. Donc voilà, pour ça que je mets Cody Gakpo. Dites-moi vous en commentaire si vous voyez un petit peu d'autres joueurs rentrer dans ce 11, mais en tout cas je pense que ce 11 est assez convenable. J'ai essayé de mettre le plus d'équipes différentes possibles, même s'il y a des choix. Par exemple, j'ai été obligé de mettre Cucurella et Ruiz, donc 2 joueurs de l'équipe d'Espagne, parce que cette équipe d'Espagne a simplement été la meilleure équipe de ce groupe. Idem pour l'équipe de France où Saliba et Kanté sont les meilleurs joueurs de cette équipe. Saliba, d'une solide défense, et Kanté d'un milieu de terrain où il a été 2 fois l'homme du match et a été monstrueux. Donc voilà, j'ai essayé de mettre le plus de diversité possible au niveau des nations, mais je pense que c'est le meilleur rôle, en tout cas, cette phase de groupe. Et donc, c'est comme ça qu'on va conclure un petit peu cette vidéo bilan de cette phase de groupe. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont vos tops, vos flops, même votre équipe type, pourquoi pas, on pourrait en débattre, ce sera intéressant d'en parler. Mais donc, voilà. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous dis à demain midi pour une vidéo prono sur les 8e de finale. Ça va être hyper intéressant. J'attendais juste après. Je suis excité de ces 8e de finale qui ont des affiches très excitantes, notamment dans la partie haute, même dans la partie basse. Un Swiss notamment qui va valoir son pesant d'or. Et donc voilà, je vous dis à demain. Sur ce, je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit au moment de me regarder. Et n'oubliez jamais, vive le foot!